Bienvenue sur Gabon 24 pour ce nouveau plateau spécial. Je vous raconte cette histoire puisque vous la connaissez. Le 12 mars 2020, le Gabon enregistrait le premier cas positif à la Covid-19. Dès lors et bien avant, le pays d'Ali Bongo Ondimba a pris des mesures. État d'urgence, confinement du Grand Libreville, couvre-feu, fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, fermeture des établissements sur l'ensemble du territoire, création d'une banque alimentaire et bien d'autres. La mise en œuvre de celle-ci, les mesures j'entends, débutées le 10 avril, franchit le pas de l'assouplissement le 30 juin dernier. En évoquant l'assouplissement justement de certaines de ces mesures, dont la reprise des cours pour la seule classe de terminale et bien d'autres points, le gouvernement a fait des choix qui ne sont pas souvent compris par les populations. Quelle est donc la stratégie pour clore l'année scolaire au Gabon et comment envisager 2021 ? Gabon 24 reçoit le ministre en charge de l'Éducation nationale, le professeur Daouda Mougiama. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Gabon V4. Voilà. 3 mois après, un bilan s'impose. Oui, nous étions en mars lorsque le corona a fait son apparition au Gabon. Durant les 52 prochaines minutes, monsieur le ministre, vous allez nous entretenir sur la thématique suivante. Quelle stratégie pour clore l'année scolaire au Gabon et comment envisager, je l'ai dit, 2021 ? Monsieur le ministre, la fermeture des établissements scolaires a été décidée par arrêté numéro 00031/MENFC du 14 mars 2020 pour éviter la propagation du virus. Seulement, après, il y a eu comme un silence radio du ministre de l'Éducation nationale. Il était porté disparu. Alors, dites-nous, où étiez-vous et que faisiez-vous pendant que les Gabonais attendaient des réponses précises aux questions qu'ils se posaient, en rapport, bien entendu, avec le secteur dont vous avez la charge? Porté disparu, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai choisi une communication spécifique. On a vu dans d'autres pays que les aléas du virus, lorsqu'on choisissait une communication continue, permanente, pouvaient déjouer tout ce qu'on proposait comme plan. Donc moi, je m'en suis toujours tenu à une chose. Voir l'évolution telle que ça pouvait être programmé par les experts, donc l'OMS, l'OCOPIL. Et donc, dès l'instant où on avait une information qui tenait lieu de référence, c'est-à-dire que le pic de la pandémie se situait au niveau de la mi-mai, de la fin mai et de la mi-juin, il était difficile de communiquer sur quoi que ce soit, au risque de se reprendre systématiquement, encore une fois, comme on a pu le constater dans d'autres pays. D'accord. Une cacophonie tout de même a régné dans les établissements durant cette fermeture. On parle des établissements privés précisément puisque, reconnus par la tutelle, ils auraient espéré un meilleur traitement, sauf que, à l'épreuve des faits, ces établissements ont un tout petit peu été laissés pour compte. Que répondez-vous à cela ? Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories concernant ces établissements. Il y a les confessionnels reconnus par l'État, qui travaillent avec l'État. Il y a les laïcs reconnus par l'État, d'utilité publique. Et puis, il y a les laïcs, tout simplement. Mais même parmi les laïcs, sur plus du millier qui existent, largement plus du millier qui existent, et le Covid a pu le révéler, mais nous avions déjà l'information. Le Covid l'a révélé aux yeux de la population. Il n'y a guère plus d'une centaine qui soit à jour, qui soit en situation régulière. Ça veut dire qu'une autorisation de fonder, dûment délivrée par la hiérarchie, une autorisation d'ouvrir et éventuellement pour les autres une reconnaissance d'utilité publique, mais j'allais oublier l'agrément du ministère du Commerce parce que ce sont des entreprises. Donc on s'est trouvé devant cette situation, mais nous, encore une fois, nous avons commencé ce travail de régularisation et nous savions la situation. Et c'est ce qui a provoqué cette panique-là chez ces établissements qui n'ont pas pu être éligibles sur les fonds mis à disposition pour les entreprises en souffrance pendant le Covid. Monsieur le ministre, je m'arrête. Des établissements qui forment des jeunes Gabonais dans un pays de droit où tout est normé. Il y a des établissements qui forment des enfants et les bulletins sont reconnus, les notes sont reconnues, tout le monde se tait. Et le jour où la Covid survient, on se rend compte qu'il y a des établissements finalement qui n'étaient pas à jour et qui sont un nombre important d'établissements. Comment cela se justifie, monsieur le ministre ? Alors, j'ai déjà dit, Madame Galibika, que l'inspection générale des services a fait un gros travail d'enquête. Ça a commencé avant que je n'arrive d'ailleurs. Oui. Et nous avions déjà les résultats.
Et nous allons entreprendre à la rentrée un gros travail de régularisation, éventuellement de fermeture, pour les établissements qui ne répondront pas aux normes telles que c'est fixé. Pourquoi à la rentrée et pas en ce moment? Mais parce qu'il va se tenir une commission spéciale, avant la rentrée, bien évidemment, avant la rentrée, probablement au mois de septembre. Au mois de septembre, il va se tenir une commission spéciale, d'abord au ministère. Ensuite, il y a un organe dont la mise en place a traîné un peu, qui va être effectif. C'est le Conseil national de la formation et de la recherche, qui est placé sous la haute autorité du président de la République, Très bien. qui est seul habilité à délivrer l'autorisation de fonder. D'accord. Quitte à ce qu'il délègue sa signature. On l'a souvent oublié. Et donc, nous avons conçu cet organe-là qui permettra aussi d'examiner les dossiers qui remonteront des ministères de tutelle. Donc, tout ce que vous êtes en train de nous dire, qui est très joli, puisqu'on parle de choses précises, ça prend combien de temps avant que les apprenants, puisqu'il y avait des apprenants dans ces établissements, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, puisque nous serons en pleine rentrée scolaire? Il faut espérer que la plupart des établissements se mettent à jour. D'accord. À jour sur le plan pédagogique. Ça veut dire qu'ils remplissent le cahier des charges concernant les enseignants, le niveau des enseignants à être recrutés, que ces établissements soient à jour au niveau des infrastructures. Il y a un modèle d'établissement qui est prévu dans la loi d'orientation. Et donc, nous espérons que la plupart de ces établissements se mettront à jour pour éviter que les enfants se retrouvent à la rue. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Nous travaillons avec des représentants de ces établissements. Vous en avez reçu quelques-uns récemment? Oui. J'en ai reçu encore. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, ils sont dans de bonnes dispositions et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Ils sont dans de bonnes dispositions. Alors, nous sommes en train de négocier sur les coûts, comme c'est toujours le cas dans ce type de situation. Le but pour nous, ce n'est pas de fermer pour fermer, mais il y a un déficit dans les établissements publics, il faut qu'on soit clair. Donc, le but pour nous, c'est d'amener ces établissements à fonctionner selon les normes. Tout à fait. Et il ne saurait en être autrement. On ne peut plus fonctionner comme ça, tout simplement. D'accord. Voilà. Et souvent, on a l'impression qu'au Gabon, il fallait que le ministre arrive pour que ces choses-là bougent, alors qu'il y a une continuité du service de l'État. La question se pose avec acuité. Est-ce que, avant vous, il y a eu des gens, c'est vrai, on ne va pas juger le bilan des autres, mais il y a ces questions qui perdurent. Ces établissements ne sont pas nés hier. Oui, mais pour être juste, je vous l'ai dit, le travail d'inspection a commencé avant mon arrivée. Nous allons parler de cette question encore une fois. Parce qu'il y a des enseignants qui étaient dans ces établissements, qui ont subi un certain préjudice avec l'apparition du Covid. Y a-t-il quelque chose qui a été fait malgré le fait qu'ils ne soient pas, pour ces enseignants j'entends, qu'ils ne soient pas dans les normes? Alors, un des problèmes, et vraiment, je pense que la Covid, je vais finir par la dire au féminin. C'est la Covid. La Covid, c'est la maladie et le corona, c'est le virus. Alors, la Covid a révélé beaucoup de choses de failles dans notre système éducatif, mais plus généralement dans notre gouvernance et dans notre façon de fonctionner. Très bien. Elle nous aidera aussi donc à trouver les solutions pour rendre notre système éducatif plus performant, plus résilient. Voilà. Très bien. Et une des choses justement qu'on reproche aux établissements privés, c'est le peu de cas qu'ils font de la carrière de leurs enseignants, enfin du statut de leurs enseignants. Peu d'établissements déclarent leurs enseignants à la sécurité sociale alors que l'argent est prélevé, les salaires ne sont pas faits dans le cadre d'une comptabilité suivie. Donc tout ça, ça pose des problèmes. Mais dès lors que le péché originel, c'est que ces établissements-là ne sont pas reconnus, c'est difficile pour la tutelle de réagir. Nous les avons rencontrés, nous leur avons demandé de nous fournir leur dossier pour voir dans quelle mesure nous pouvons appuyer les démarches dans le cadre d'un prêt, même s'ils ne sont pas éligibles. D'accord. Nous avons remarqué avec l'apparition de la Covid, puisque c'est elle qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, qu'il n'y avait pas quelque chose de prévu pour l'enseignement à domicile. On l'a vu. Le ministère dont vous avez la charge a mis en place le téléenseignement. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel état des lieux peut-on faire 3 mois après? Alors, nous avons mis en place, avec l'appui des partenaires au développement, l'UNESCO, l'UNICEF, l'AFD, nous avons mis en place un dispositif d'enseignement à distance qui utilise 3 canaux. Le canal audiovisuel, donc la radio, la télé, le canal physique avec la poste, des cahiers d'exercice,
à distribuer dans des zones où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de télévision. Et puis, le canal numérique avec la plateforme numérique de l'éducation nationale. Dans un premier temps, il s'agissait de maintenir le lien pédagogique et de préparer les élèves aux examens. Il ne s'agissait pas d'une plateforme avec vocation d'évaluer les élèves. C'était maintenir le lien pédagogique et les garder en alerte, si je puis m'imprimer ainsi, lors de la reprise des cours. Alors, ça a été fait. Nous en sommes aujourd'hui sur la plateforme numérique à près de 380 000 vues, alors que la population cible était de 100 000 pour toutes les classes d'examen, près de 35 000 personnes qui suivent régulièrement. On peut avoir aussi d'autres chiffres qui confortent que c'est suivi. On a une télévision YouTube, on a la page Facebook de la Une où on voit que c'est suivi. Maintenant, il ne faudrait pas se gargariser sur ces résultats encourageants. L'enseignement à distance, c'est une culture. C'est une nouvelle culture dont on doit s'approprier. On doit s'approprier les parents, les élèves, les enseignants. Tout le monde doit s'approprier cette culture pour qu'elle soit efficiente. Je vais vous dire quelque chose. J'ai été surpris de constater que toutes les récriminations qu'on fait à l'enseignement à distance au Gabon, on les fait partout. J'ai la chance de participer à la conférence des ministres de l'Éducation nationale de la francophonie, la Confémen, même dans les plus grands pays. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, Madame Galibika. Parce que si nous avons commencé sur des bases aussi peu solides, c'est parce que nous n'avons pas tout simplement une structure dédiée à l'enseignement à distance. Mais pourquoi? Une structure pérenne. Pourquoi? Nous allons y travailler. Nous y travaillons. Vous y travaillerez quand? Non, c'est très avancé. Le cadre stratégique est prêt. L'AFD nous accompagne pour la mise en place dès l'année prochaine d'une structure à l'éducation nationale dédiée à l'enseignement à distance qui n'aura pas seulement vocation à travailler en temps de crise. Tenez, vous avez certainement dans votre entourage un parent qui a suivi des cours par correspondance, qui a fait ses diplômes. C'est ça l'enseignement à distance. Oui, mais il n'y a pas que cet enseignement à distance. Les cours en ligne, c'est partout. Le Maroc est un bel exemple de réussite. La Covid-19 est venue montrer au Gabon qu'on se contentait d'une salle de classe à enseigner les élèves. Et là, il n'y a plus rien. On arrête tout. Confinement général du Grand Libreville ou total du Grand Libreville. Et puis l'école s'est arrêtée pendant un bon moment avant que toutes ces plateformes ne soient mises en place. Comment on règle la question, par exemple? Madame Galipa, soyez juste. Moi, j'ai annoncé en tant que ministre de l'Éducation nationale le début des cours en ligne pour le 14 avril, soit 2 semaines avant la fermeture des classes. Et le 14 avril, c'était effectif. Monsieur le ministre, vous êtes à l'EPACA, au fin fond de Franceville, de Mwanda. Vous êtes à Ngomo, vous êtes à Mivoul. Monsieur le ministre, vous n'avez pas Internet. Enseignement à distance, là, on fait ça comment? Pour parler comme c'est un problème qui est réel. Oui. Je vous signale aussi qu'en France, il y a ce qu'on appelle les zones blanches, où les enfants, même en France... Nous sommes au Gabon. Oui. Pour le cas spécifique de ce pays. C'est pour vous dire que c'est un problème qui n'est pas spécifique au Gabon et qui est, si on peut dire, consubstantiel des supports numériques de l'enseignement à distance. D'accord. Maintenant, ce que nous avons fait, parce que nous y avons pensé... Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des cahiers d'activités pédagogiques dans un premier temps et mis en place un dispositif de tutorat, 18 000 cahiers avec le support de l'UNICEF qui ont été distribués et de la Poste, qui ont été convoyés par la Poste dans les villages les plus reculés. Et les zones d'académie avec des tuteurs vont dans les familles pour suivre les enfants qui n'ont pas accès à la télé et au numérique. Mais le but, ce n'est pas que ces enfants-là restent indéfiniment coupés du numérique et de la télévision. Quel est le but? On nous a parlé de salles avec des machines, des ordinateurs. On n'a rien vu, il y a des choses qui dépendent de l'éducation nationale. Et d'autres non. Et d'autres qui dépendent d'autres structures. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui est responsable du signal, par exemple. Oui. Mais il y a des solutions. Mais le ministère peut interpeller justement ceux qui sont responsables du signal pour dire attention. On le fait, d'autant plus qu'il y a des solutions alternatives maintenant avec ce qu'on appelle les tablettes embarquées, avec ce qu'on appelle les nanoserveurs qui permettent d'atteindre les villages les plus reculés. Et dans notre stratégie, qui va être mise en place, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, nous sommes en voie de finalisation, et moi je prends toujours date. Nous sommes en voie de finalisation avec l'UNESCO, l'UNICEF, l'AFD, pour que les enfants des villages les plus reculés aient, dans les années
qui viennent, dans le cadre de nos stratégies à moyen et à long terme, des tablettes pédagogiques en lieu et place de cartables. C'est faisable. Tous les enfants. C'est faisable. Tous les enfants du Gabon. C'est faisable. Et d'ailleurs, le président de la République l'avait pensé. Oui. Tenez, nous avions eu près de 5000 tablettes pédagogiques qui ont été livrées. Combien d'élèves à ce jour qui ont été livrés? Les chiffres. Dans la communauté du pré-primaire au secondaire, c'est autour de 560 000, 600 000. Quand vous dites 50 000 tablettes, c'est pour quelle population? C'est pour un début? Je parlais du primaire. Ah, du primaire. Je parlais du primaire. Et au primaire, c'est les élèves de 5e année de CM2. D'accord. Mais il faut bien commencer par les établissements qui ont éventuellement des infrastructures. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Mettre en place des infrastructures, construire des salles. Et dans le cadre des projets présidentiels, il y a un programme de construction de salles d'informatique, qui est en train d'être remis sur pied, qui a tenu un peu. Dans ce cadre-là, il y avait eu également, dans le cadre de la vision du président, un projet d'introduction de l'outil informatique, des TICE, dans le primaire. Et des enseignants avaient été formés. Et du matériel avait été acheté. Où sont-ils? Où est ce matériel? Nous sommes en train de récupérer tout cela et nous avons commencé d'ailleurs le test de fonctionnalité. Monsieur le ministre, entre la réalité gabonaise, est-ce que vous êtes en train d'énumérer, il y a comme un fossé profond? Je n'ai pas envie de m'y engouffrer. Soyons optimistes. Soyons optimistes, monsieur le ministre en charge de l'Éducation nationale. Oui, merci à vous de nous rejoindre sur Gabon 24. Nous sommes en présence du ministre de l'Éducation nationale pour faire le point 3 mois après l'apparition de la Covid-19, mais également pour parler des perspectives, puisque perspectives il y aura finalement examen du baccalauréat au Gabon et nous en saurons davantage dans la seconde partie. Cette première partie nous permet de camper le décor. Vous avez parlé d'enseignement à distance. On parle d'enseignants. Il y en a beaucoup qui ont été affectés dans des zones, on ne va pas dire reculées, mais qui ont été affectés, qui n'ont jamais été effectivement à leur poste, qui n'ont jamais pris possession de leur activité. Aujourd'hui, qu'en est-il? Où sont ces enseignants? Qu'est-ce qui se passe concrètement au ministère? Vous posez vraiment une question de fond. Et je suis content que vous me posiez cette question, parce que lorsqu'on parle du déficit des enseignants, on omet souvent de signaler qu'il y a de nombreux enseignants qui sont perdus, comme ça, et qui ne font pas leur charge. Donc, il y a un gros travail qui est en train de faire avec le ministère de la fonction publique, qui est très avancé, et qui sera soutenu, j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire sur la reprise de la rentrée, par un système de gestion informatisé des personnels, de telle sorte qu'en temps réel, on sache où sont les enseignants. Tenez, nous avons 188 établissements du primaire qui sont fermés. Surtout en zone rurale. Soit parce que les enseignants sont partis, soit parce qu'il n'y a pas d'enseignants, soit parce qu'il n'y a pas d'élèves. Ça fait 188 établissements qui sont fermés, avec des enseignants qui sont potentiellement affectés, Ces établissements sont sur l'ensemble du territoire? Bien entendu, en province essentiellement. Donc, avant d'envisager le recrutement d'autres enseignants, mais il faut déjà savoir... Où sont-ils? Tout à fait. Où sont-ils? On a de nombreux enseignants qui, une fois leur charge, quand ils ont été nommés à des fonctions, et quand ils ont été relevés de ces fonctions, ne reprennent plus leur place dans les salles de classe. Donc, tout ce travail-là, il faut le faire, et c'est pour ça on est en train de le faire avec le ministère de la fonction publique pour rationaliser les recrutements et les programmer de manière un peu plus conforme à ce que l'on attend du recrutement dans un pays moderne. Monsieur le ministre, lorsque l'on parle justement sur Internet de cette question des professeurs et de leur responsabilité quant à l'enseignement des enfants, il y en a certains qui disent qu'on vous envoie à l'intérieur du pays sans commodité. On vous envoie, on vous dit, vous êtes affecté à Pana, et vous devez vous y rendre, souvent sans rien, sans mesure d'accompagnement. Que répondez-vous à cela? Ils ont raison. Ah, s'ils ont raison, vous comprendrez donc pourquoi ils ont disparu. Ils ont raison. Certains ont des commodités, mais la plupart n'en ont pas. Ils ont raison. Comment on règle la question? Déjà en construisant des établissements avec les commodités. Et le cas où il n'y en aurait pas, en travaillant avec les collectivités locales pour assurer Ce n'est pas simple pour un enseignant qui commence sa carrière d'être envoyé à 500 km dans un endroit où il n'y a rien du tout. Donc, il faut faciliter son intégration, son affectation par la mise à disposition de commodités.
je n'ai aucun problème à admettre que c'est une exigence que la tutelle doit remplir avec les autres ministères. Et sur ce point de vue, ils ont absolument raison. D'accord. Donc l'enseignant qui n'est pas à son poste, qui ne se trouve pas à son poste pour ces raisons-là, ne peut pas être sanctionné pour n'avoir pas rempli ses obligations. Vous voulez me prendre au mot? Je ne vous prendrai pas au mot, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que si effectivement, dans le processus d'affectation de cet enseignant, il y a eu une promesse, un engagement à assurer son logement, et que ce n'est pas respecté, mais la tutelle doit en porter la responsabilité. D'accord, mais c'est très bien. Mais attention, il ne faut pas penser que tous ceux qui ne sont pas en poste, c'est parce qu'ils n'ont pas de commodité. En tout cas, on espère que vous reviendrez ici nous dire concrètement quels sont les établissements où il y avait des commodités, mais où les professeurs n'ont pas joué leur rôle. Parlons justement des affectations. On se rend bien compte que la fonction publique a gelé comment ça s'appelle? La fonction publique a donc gelé les recrutements. On est d'accord? Juste pour que vous puissiez y voir clair. Entre geler les recrutements et le ministère y voit clair, le temps qui s'écoule là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut dire que le gel des recrutements, s'agissant des enseignants, pour ceux qui concernent les enseignants, oui. D'abord, ça ne concerne pas les enseignants. Il y a une dérogation pour les enseignants. Les enseignants continuent d'être recrutés. Nous avons régularisé 3 générations. D'accord. Nous avons régularisé 3 générations. Nous avons ouvert cette année le concours de l'ENES. Oui. Les concours ont eu lieu. Donc les concours... Ces enseignants seront dès qu'ils sortiront de leur formation, ils seront affectés. Mais déjà, il y avait des enseignants qui étaient en instance. Il y a 3 générations qui étaient en instance de recrutement. D'accord. Donc il y a la phase la phase de recrutement, voilà, comprend plusieurs niveaux. Il y a la réservation de postes budgétaires, il y a l'affectation, et ainsi de suite. C'est un processus qui est complexe. Et nous y sommes avec le ministre de la fonction publique, et nous avons régularisé la situation de plus de 1000 agents qui étaient en instance. D'accord. Donc ça, il faut qu'on le dise. La dérogation sur le gel des recrutements a été prise en compte pour ce qui concerne les enseignants. Maintenant, il y a des retards au niveau de la mise à disposition du salaire. Ça, c'est la solde, mais ça prend aussi un certain temps entre la codification et la mise à disposition du salaire. D'accord. Ce sont des choses que l'on ne comprendra pas forcément. Allez-y, terminez votre propos. Oui, maintenant, il y a la régularisation. Il y a des enseignants qui sont recrutés depuis un moment et qui sont toujours stagiaires ou qui n'ont pas encore été reclassés. Évidemment, on peut comprendre leurs problèmes parce qu'ils ont dépassé les temps qui sont généralement réservés pour la période probatoire, mais en temps, une décision avait été prise et il fallait terminer avec le recensement des fonctionnaires pour reprendre la question des régularisations. J'ai des échanges sur cette question avec le ministre de la fonction publique régulièrement. Ça va se faire dans les tout prochaines semaines. Ces enseignants qui étaient en attente ont été recrutés, sont en train de l'être. Monsieur le ministre, dites-nous concrètement, ils vont aller enseigner où? Puisqu'il y a plusieurs établissements qui ont été annoncés, il y en a qui sont sortis de terre à ce jour? Alors, on peut le dire? J'étais avec Gabon 24 il y a quelque temps. Oui, loin des caméras. La réalité, quelle était-elle? La réalité, c'est que je suis allé sur le terrain avec Gabon 24, très bien, sur le site d'Igoumier, sorti de terre. D'accord. Sur le site de Bizango, sorti de terre. Très bien. Sur le site d'Alena Kiri, ça traîne un peu, mais la réhabilitation a commencé. Sur le site d'Akournam et sur le site de Mindoubé. D'accord. Vous pouvez y aller. Pour cette rentrée scolaire, ces établissements sont prêts? Ces établissements seront prêts. Seront prêts. Ils sont en construction. Très bien. Et il y a d'autres établissements qui étaient arrêtés et les chantiers ont redémarré, notamment le lycée technique de Bikele, qui est un serpent de mer, qui est depuis plusieurs années. L'entreprise a repris les travaux et nous voulons absolument que le lycée technique de Bikele soit ouvert à la rentrée. Et nous avons reçu des assurances pour qu'il en soit ainsi. D'accord. Nous allons refermer cette première partie. Oui, gardez le meilleur pour la fin parce que le 30 juin dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la reprise des cours pour la seule classe de terminale. Et dans les quartiers, je vous avoue que l'émotion est à son comble. On attend le ministre de l'Éducation nationale sur cette question essentielle. On marque une pause, monsieur le ministre, et on revient juste derrière.
Bienvenue dans la seconde partie de ce plateau spécial qui reçoit toujours le ministre en charge de l'Éducation nationale, professeur Daouda Mougiama, avec qui nous avons fait le point, l'état des lieux même du système éducatif au Gabon. Nous allons entrer de plein pied dans cette question qui vous intéresse, qui nous intéresse. Le 30 juin, en effet, le gouvernement a annoncé la reprise des cours uniquement pour les classes de terminale. Et là, on se pose la question, on s'arrête, on se dit, bon, il y a des enfants en classe de troisième, il y en a d'autres en classe de CEP, des examens qui sont reconnus par le Gabon. Et là, un matin, on dit non, que la terminale. Monsieur le ministre, dites-nous. Bien, vraiment, ça va me donner l'occasion de lever beaucoup d'équivoques, parfois entretenus volontairement pour aller au-delà de la réalité. Vous savez, Madame Galebika, lorsque j'avais été interrogé sur cette question-là, lors de ma première intervention, je disais que je ne transigerais pas avec la santé des enfants. Et rappelez-vous la phrase que j'ai souvent énoncée, on peut rattraper un cours, on va rattraper une vie. J'ai pensé un moment qu'il était possible de faire les 3 examens. 3 examens, c'est 110 000 élèves. 110 000 élèves, 45 000, au moins 45 000 pour le CEP, 35 000 pour le BEPC, et 25 à 30 000 pour le bac général et le bac professionnel. En espérant une inflexion de l'évolution de la pandémie, telle que ça avait été prévu. Et lorsqu'il s'est agi de faire le point avec les experts scientifiques, je me suis rendu à l'évidence qu'il n'était pas possible de le faire sans menacer la santé de nos enfants. Je le dis avec gravité. Alors on me dira, oui, dans certains pays, je n'ai pas les données de la gestion de la pandémie dans certains pays. Il s'agit du Gabon. Donc il s'agit du Gabon. Et je connais la réalité gabonaise. Nous avons la capacité de gérer 30 000 étudiants avec les enseignants pour le bac. Mais nous ne pouvons pas gérer plus que ça. Nous ne pouvons pas mettre en place des conditions de mesure sécuritaires et surtout, nous prenons le risque de favoriser la propagation. Pourquoi? Il s'agit ici de choisir entre l'argument sanitaire et l'argument pédagogique. L'argument sanitaire doit être prévalent puisqu'il s'agit de la santé des enfants. Nous avons un taux de contamination très élevé. Très élevé. Alors, la contamination, c'est le nombre de personnes, pas forcément celles qui font la maladie, qui dépasse aujourd'hui les 5 000. Des pays qui ont des populations 20 fois supérieures à la nôtre ont 7 000, 8 000. Parfois moins. Parfois moins. Nous avons un taux de létalité certes faible, ça veut dire le nombre de mortalités, mais l'épidémie se propage, même s'il y a un ralentissement. Et puis, il y a une donnée qui est fondamentale pour moi, ministre de l'Éducation nationale. J'ai été édifié par le ministère de la Santé sur l'importance de l'hypertension et du diabète chez les adolescents. Et chacun sait, dans les établissements, et chacun sait que c'est des facteurs de comorbidité. Tout à fait. Vous me voyez prendre la responsabilité en ayant ces informations, en sachant qu'on a des effectifs, des classes insuffisantes, en sachant qu'on ne peut pas, on n'a pas le plateau de transport pour respecter les distances sociales. On était à 9 par bus. On est passé à 20. Le problème reste entier. Qui va transporter les enfants? Comment? Dans les conditions de respect des mesures sanitaires. Qui va... quelles sont les classes qui vont accueillir les enfants dans le respect des mesures sanitaires? Avec le gouvernement, nous avons pris notre responsabilité, d'autant plus que on a toujours des incertitudes sur la fin de la pandémie. Qui peut nous dire aujourd'hui quand ça va s'arrêter? D'autant plus que, concernant le pédagogique, le bac avait un avantage. Et pas seulement le bac général, le bac technologique et tous les examens professionnels. On oublie souvent de le dire. Et ça, c'est notre défaut. On pense que tout c'est l'enseignement général. Non. Sur une dizaine d'examens, il y en a 2 qui ont été suspendus. Le CEP. Mais pour les raisons que vous avez évoquées? Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport pour le faire. Oui. Si on utilisait les moyens qui existent en ce moment,
ça favoriserait la transmission de la propagation. Très bien. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes pour faire les dédoublements. Tenez, nous profitons là. Les dédoublements qu'on peut faire avec la terminale, on peut les faire parce que les 3e, les 4e, les 5e sont en vacances. Mais puis, argument pédagogique. S'il vous plaît. Argument pédagogique, si vous permettez. Allez-y. Les bacs sont des diplômes essentiels parce qu'ils permettent de passer du cycle secondaire au cycle universitaire. Et puis, nos enfants doivent sortir, ça donne accès à de nouvelles bourses. Donc, il y a une exigence pédagogique. D'accord. Les examens professionnels, pareil. Vous faites le CAP, vous allez sur le marché de l'emploi. Le BEPC, là je suis dans l'argument pédagogique. On peut être à on passe on passe en classe supérieure sans le BEPC. Il y en a Et il y a très peu de personnes qui l'utilisent pour entrer dans la fonction publique. Mais pour ceux-là, on peut prévoir des solutions spécifiques, comme ça existe ailleurs. Lesquelles? On peut faire des examens spécifiques, ça existe ailleurs. C'est-à-dire des examens spécifiques qui tiennent lieu de brevet, ça existe. L'essentiel, c'est qu'ils aient un diplôme qui les mette au niveau du brevet et qui peut leur permettre d'entrer dans la fonction publique. Mais c'est très marginal. Et puis le CEP, venons-y. Donc, on a un examen qui n'est pas essentiel en tant que tel sur le plan pédagogique, parce que, encore une fois, on passe en seconde sans le BEPC. Et la plupart des gens qui ont le BEPC ne sont pas nombreux, ils sont très peu à être recrutés à la fonction publique. La principale niche de recrutement pour les gens qui ont le BEPC, c'est la fonction publique. D'accord. Mais nous pensons à eux. Oui. Nous pensons à avec eux. Des examens spécifiques. Avec des examens spéciaux ou un BEPC à la carte. Je vais m'arrêter. Je n'ai pas fini avec le CEP. Continuons avec le CEP, parce que je vais revenir à ces choses essentielles. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et remettre en question tout un système éducatif sous prétexte qu'il faut préserver la santé des enfants. On parle de préserver des acquis. Le Gabon, c'est le CEP, c'est le BEPC, c'est le baccalauréat, monsieur le ministre. Chère madame, vous savez que les grands pays ont décidé, comme le Canada, de ne rien faire du tout. D'accord. Vous savez, madame, que le Maroc a décidé de ne garder que le bac, que beaucoup de pays ont. L'Italie a décidé de ne rien faire du tout. Nous sommes dans Ils une ont fait le même gabonaise. choix que nous. Donc, notre choix n'est pas un choix qui sort de Mais c'est le Gabon, oui, c'est pas le Maroc, c'est le Gabon, ce n'est pas le Canada. C'est le Gabon, monsieur le ministre. C'est le Gabon qui fait le choix. On a dit que pour passer en seconde, il fallait avoir le BPC. Et un matin, le ministre nous dit, parce qu'il y a la Covid, oui, mais on nous a toujours dit que les examens, c'est le CEP, le BEPC, le baccalauréat, monsieur le ministre. Pour passer en seconde, on n'a plus besoin du BEPC. Oui, mais cette année, qu'est-ce que vous allez faire de ces enfants à qui on n'a pas dit que cet examen, finalement, ne se tiendra pas? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais d'abord, je vais vous poser une question, madame. Posez-la moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on prend souvent l'avis des associations des parents d'élèves? Moi, je le prends. D'accord. Et ils vous ont dit qu'on peut annuler le BEPC? Est-ce que vous pensez que les enfants, si on fait un sondage, vous pensez que les enfants qui sont restés à la maison pendant tout ce temps-là et qui savent que le BPC, pour la plupart, ne sert pas à grand-chose, qu'ils ont envie de passer le BPC? Vous en êtes sûr? Ce sont vos propos et pas les leurs. Donc je ne peux être... Donc je dis, moi j'ai discuté avec l'association des parents d'élèves. D'accord. Donc je ne pense pas que je cause un préjudice pédagogique aux élèves. Sachant que vous avez promis des examens spécifiques, donc ce sera rattrapé. Ah non, j'ai dit pour ceux, notamment pour ceux qui ont besoin de ce diplôme pour entrer dans la fonction publique, il est possible d'envisager des solutions alternatives. D'accord. Donc, qui sont en train d'être pensées. Qui existent ailleurs, qui sont en train d'être pensées. D'accord, au niveau du Gabon. Voilà. Chère madame Galita, oui, dites-nous. Vous pensez que si le Covid s'étale jusqu'à la fin du mois de décembre, les enfants reprennent les cours normalement en janvier. Vous allez demander à des enfants qui ont déjà repris les cours en janvier, qui sont en seconde, de faire le BPC de l'année d'avant? Il faut leur poser la question. Je pense qu'il faut organiser... Mais pédagogiquement, vous avez la réponse. Il faut organiser vous avez la réponse. Oui, d'accord. Allez dans les établissements, monsieur le ministre. Ça, on vous laisse. On vous laisse la main. D'accord. J'y travaille avec les associations des parents d'élèves. Monsieur le ministre, revenons à ces questions essentielles. On parlait de passage. Vous avez parlé de Covid-19. Vous avez dit qu'il fallait préserver les enfants. Mais tous ces enfants qui passent le bac, dans quelles conditions ils vont passer cet examen? Là, nous pouvons avoir la maîtrise de la mise en place de la sécurisation
la sécurisation Sachant sanitaire. que le BPC aurait pu se faire puisqu'il n'y a plus de classes de 4e, de 6e, de seconde et de première. Le BPC, c'est 35 000 élèves. D'accord. C'est 35 Des 000 examens élèves. qui ne se passent Comment pas au même vous moment. transportez presque au même moment, il y a une période il peut y avoir une période de juxtaposition. Comment vous transportez? C'est la question du transport. Pas uniquement, mais c'est aussi la question du regroupement. D'accord. La question du regroupement Très bien. et la question de la comorbidité, je vous en ai parlé. Oui, mais il n'y a Donc, pas on que peut pas- les on peut élèves pas- qui sont en 3e qui ont des comorbidités, Oui, monsieur mais en le l'occurrence, ministre. moi, je suis ministre de l'Éducation nationale, je suis Oui. responsable de la santé des enfants. On vous le concède. Et quand le ministre de la Santé me dit il y a un risque élevé, Vous prenez en compte. donc je prends cela en compte. Très bien. Et j'assume totalement. Comment vont-ils donc finalement organiser, comment sera-t-il organisé cet examen de baccalauréat? Rappelez-nous déjà la date de reprise des cours et la date de tenue de cet examen qui, Alors, le cadre qui général- focalise les attentions. Le cadre général, c'est du 1er au 13 juillet, on D'accord. prépare les établissements. Très On bien. les prépare en les assainissant, Réfection, désinfection, réception du matériel, tout le matériel nécessaire pour la mise en place de la sécurisation sanitaire. Très bien. Donc masque, casque, cubitaire, cuve. Donc on prépare tout cet environnement-là pour la reprise administrative le 13. D'accord. Et du 13 juillet au 25 juillet, ça va être les conseils de classe de fin de deuxième trimestre et de fin d'année pour les classes sans examen. Donc pour toutes les classes sauf les terminales. D'accord. Et le 20 juillet, pour l'enseignement général, pour l'enseignement technique et professionnel, c'est la reprise des cours jusqu'au 14 août pour l'enseignement général. Une pause du 14 août au 20 août. Et vous aurez compris tout de suite que les 15, 16, 17 août Férié. sont inclus dans la période de pause qui permet aux enfants de préparer les examens qui commenceront le 20 Une août période qui marque. jusqu'au 10 septembre. Mais pour l'enseignement technique et professionnel, Oui. une partie des examens avait déjà été faite. Ils ont un calendrier un peu différent. Et donc ceux qui font des examens comme le BEP, le CAP, le BT, une partie des examens avait déjà été faite. D'accord. Donc eux, ils vont terminer avant les autres. Ils vont commencer leurs examens le 27 juillet et terminer avant les autres. D'accord. Bac technologique, bac pro et bac général se feront comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc tout est fin prêt ou presque pour accueillir les enfants. C'est l'assurance que vous donnez, là vous vous adressez directement Alors, à eux. tout sera fin prêt. La Oui. rentrée, c'est le 20 juillet. D'accord. Donc, tout doit C'est être dans fin quelques prêt jours. déjà pour tous les établissements, au plus tard le 19 juillet. Très bien. Nous avons commencé la désinfection des établissements. Jeudi, nous allons commencer à recevoir le matériel. Déjà, pour que lors de la reprise administrative, le personnel qui est impliqué pour cette partie de la reprise soit en sécurité sanitaire. Et puis, pour la reprise des classes le 20, deuxième étape, les élèves soient également dans les mêmes conditions. D'accord. Et puis, il y aura la troisième phase, les examens, renforcement encore des sécurisations sanitaires. D'accord. Après les examens, on marque une pause, on rentre à la maison, tout va bien. Mais revenons au calcul. Oui, on entre à la maison, on se repose Oui, avant un peu, la prochaine rentrée scolaire, sur laquelle on reviendra avant la fin de cette seconde partie. Revenons au calcul des moyennes. Certains établissements ont procédé au calcul des moyennes. Vous l'avez annoncé, le gouvernement l'a annoncé le 30 juin dernier. Il y a donc des établissements qui ont calculé. Comment s'est fait le calcul des moyennes, puisque finalement, on a tenu compte des 2 premiers trimestres? Alors, pour les élèves des classes intermédiaires. Il y a le cadre général déjà. Effectivement, pour les classes intermédiaires, nous fixons le cadre général. Disons, puisque les cours se sont arrêtés au mois de mars et les programmes étaient pour le secondaire faits jusqu'au 2e trimestre. Pour le primaire, les programmes avaient été faits pour les 3 paliers sur 5. Nous disons les moyennes doivent être calculées sur la base de ces programmes qui ont été faits. D'accord. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on prend en compte comme programme dans le calcul des moyennes. On prend en compte le programme qui a été fait. D'accord. Donc, je vais rassurer déjà les gens tout de suite, parce qu'il y a une angoisse sur le fait qu'on a fait passer des cours en ligne qui n'ont pas été dans le programme. D'abord, ce n'est pas vrai, et que les élèves vont être évalués sur la base des cours en ligne. Non, les cours en ligne ont été conçus pour renforcer ce qui a été fait au 1er et au 2e trimestre pour le secondaire,
et pour l'acquisition des connaissances du premier au troisième palier pour le primaire. Ce sont ces programmes-là qui vont être pris en compte pour le calcul des moyennes. Donc nous allons non pas évaluer les élèves sur 5 paliers pour le primaire, parce que 2 paliers n'ont pas été faits, mais sur 3 paliers. Pour le secondaire, nous n'allons pas évaluer les élèves sur 3 trimestres, mais sur 2 trimestres, puisque les programmes ont été faits sur 2 trimestres. Et pour le bac, les programmes vont, les examens, les sujets vont également être conçus sur la base de 2 trimestres, puisque c'est ce qui a été fait. D'accord. Donc ce calcul est fait. Et que dire donc des établissements qui ont donc commencé à le faire sans attendre le... Je ne vais pas citer ici, mais nous avons été dans un établissement qui a commencé donc à distribuer ces moyennes-là. Que dire? Est-ce qu'il y a une organisation générale au niveau de l'éducation nationale où les écoles privées ont leur système et les écoles publiques le leur? Vous touchez là à un problème fondamental, vraiment très, très important, qui est une des plaies du système éducatif. Je vous mentirais si je vous disais qu'on avait un regard sur le contrôle des activités pédagogiques des établissements privés. Par la plateforme du ministère de l'Éducation nationale, XGEXT, nous avons un contrôle sur la majorité des établissements du public, une partie des établissements reconnus d'utilité publique et du confessionnel. Nous n'avons pas de regard en temps réel sur les notes. Lorsque les trimestres s'achèvent pour les établissements publics qui sont connectés sur notre plateforme ou reconnus d'utilité publique, nous avons en temps réel la réalité, la photographie des notes. Et nous savons que les notes du premier trimestre ne peuvent plus être bougées parce que nous les avons sur notre base de données. Ça, c'est pour les établissements reconnus d'utilité publique et publique. Public, d'accord. Nous n'avons pas cette réalité-là déjà pour tout le primaire, parce que le primaire n'est pas connecté sur une base de données numérique. Et nous n'avons pas cette réalité-là pour les établissements publics. Donc, nous donnons un cadre général, nous donnons des lignes directrices, et nous comptons sur la responsabilité des enseignants des établissements privés pour les respecter. Ils ont la main sur les passages dans les classes intermédiaires, puisque ces élèves resteront dans leur établissement ou iront dans d'autres établissements privés. Les transferts dans les établissements publics seront encore plus encadrés que par le passé. On espère. Parce que, vous le savez bien, il y a une falsification à grande échelle. On allait en parler tout de suite. Et donc, nous avons fait en sorte que cela ne se reproduise pas pour le passage en classe de 6e, donc que les établissements privés ne falsifient pas les bulletins. Et de toute façon, nous avons mis en place un dispositif qui nous permettrait de détecter des cas... J'ai envie de m'arrêter encore. Des cas, je parle là des 6e, pas des classes intermédiaires. D'accord, mais j'ai envie de m'arrêter. Les 6e peuvent permettre de passer... Le passage en 6e peut permettre à un enfant du privé d'accéder au public. Et là, nous avons un droit de regard exigeant. Et donc, vous avez une cartographie bien détaillée de tous ces résultats qui arrivent du privé, parce qu'on le sait, certains établissements privés monnaient la note. Donc, comment vous faites pour démêler le vrai du faux dans tout ça? Vous dites vous avez fait, mais vous avez fait quoi concrètement? Alors, nous avons demandé aux établissements de nous remonter les notes au plus tard. J'ai moi-même reçu les chefs d'établissement pour leur laisser peu de marge dans la manipulation des notes. Très bien. Pour remonter les notes au plus tard samedi dernier. Il y a eu une note antérieure de mon secrétariat qu'il avait fixée au 6 juillet. J'ai demandé que ces notes soient remontées au 4 juillet. D'accord. Donc, pour ce qui concerne les établissements du public, cela est fait. Pour le privé, beaucoup ont remonté les notes, mais pas tous. D'accord. Mais j'attire l'attention sur les responsables d'établissements du privé. Adressez-vous sur ceux qui l'ont fait derniers. Oui. À ces fins que nous avons un dispositif implacable pour détecter cela. Comme nous avons pu détecter plus de 1000 bulletins trafiqués, 1200 bulletins trafiqués entre la terminale et la 3e. Alors, ces bulletins ont été trafiqués. Il y a donc la responsabilité et des enseignants et des parents. Qu'est-ce qui est fait pour que ces derniers répondent de leurs actes? Parce qu'il s'agit de fraude. Nous n'allons pas transiger, Mme Galibita. J'ai reçu des très hautes instructions sur cette question. Très bien. Et en tant qu'enseignant,
aussi, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. J'avais convoqué une réunion à laquelle avaient participé les associations des parents d'élèves, les syndicats, qui sont sur la même longueur de moi, la même longueur d'onde que moi sur cette question. Très bien. Et je ne pense pas qu'ils aient changé depuis. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où il s'agit des chefs d'établissement qui ont falsifié des documents. Vous avez eu des reportages à la télé, on a auditionné, on a fait une commission rogatoire, on a auditionné les enfants. C'est édifiant. C'est édifiant. Il y a des cas où ça s'est passé à la gare routière. Il y a des cas où ce sont des établissements privés qui sont des usines à fabriquer des faux bulletins. Donc, nous avons déjà la situation. La commission rogatoire du ministère m'a fait des propositions. Dans les jours qui viennent, très bientôt, vous allez avoir les sanctions, aussi bien concernant les élèves, les chefs d'établissement, les parents. Les sanctions sont de deux ordres. Administratives pour les chefs d'établissement et les élèves, ça peut aller jusqu'à l'exclusion pour les élèves, et pour les chefs d'établissement jusqu'à la suspension, et puis ça peut aller au pénal, parce que lorsqu'il y a faux usage de faux, ça peut aller au pénal. Il ne saurait en être autrement. Très bien. Le Gabon, c'est une élite avant tout. Donc pour construire, pour bâtir cette élite ou pour la faire grandir, il faut qu'il y ait des bases solides. Bien entendu, vous savez comment on appelle cette grande opération de falsification de bulletins à la rentrée? Dites-nous. Le mercato. Le mercato. Vous voyez jusqu'où on en est arrivé? Comment envisager justement l'année académique? Oui, on en rit, mais il vaut mieux en rire plutôt que pleurer, parce que c'est très grave. On parle quand même de l'élite, celle qui prendra le relais après nous. Comment envisagez-vous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la rentrée académique 2020-2021? Comment est-elle prévue? Est-ce que les choses sont déjà précises? On sait quand est-ce qu'on reprend, comment on va reprendre, sachant que la Covid n'est pas encore partie. Voilà, il faut rester humble dans les prévisions qu'on va faire. La Covid a désorganisé un certain nombre de choses, nous a perturbé dans notre programmation, dans notre plan de développement national de l'éducation. Qu'à cela ne tienne, j'ai déjà dit que concernant les infrastructures, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous nous sommes engagés. Et même en période de Covid, nous avons essayé de maintenir les chantiers ouverts, quitte à accorder des dérogations aux entreprises qui sont sur les chantiers. Ça, c'est concernant les infrastructures. Structures d'accueil. Voilà. Concernant, pour progressivement arriver à réduire le déficit en salles de classe. Je rappelle que nous avons un déficit à peu près de 5000 salles de classe, ce qui amène la population à 40 000, si on est à 80 par salle de classe. Donc, il faut compter autour de 1000 classes par an, en moyenne. Et là, une question me vient, quand la fin des effectifs pléthoriques, monsieur le ministre? Parce qu'il y en a, et le corona est encore là. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? La rentrée approche, là. Je vous mentirais, je l'ai toujours dit, si je vous disais que l'année prochaine, on aura fini avec les effectifs pléthoriques. Nous sommes sur une moyenne de 70, alors certains disent 80, élèves par classe. 90 parfois. Non, là vous exagérez. 90 parfois, non, monsieur le ministre. On peut avoir des salles de classe où, je ne vais pas reprendre le débat, on a des salles où il y a plus de 100 élèves, mais ce n'est pas les salles de classe majoritaires. Donc, le but, c'est que chaque année, nous gagnons quelques places. C'est-à-dire que l'année prochaine, en construisant 1000 nouvelles salles de classe, nous passons de 80 à 70, ensuite de 70 à 60, de 60 à 50. Donc, à l'orée de 2023-2024, nous aurons un bon ratio se rapprochant des standards internationaux. 2020-2021, qu'est-ce qui est prévu? Combien de salles de classe sortiront de terre? Alors, vous voulez me faire prendre un engagement? Nous avons deux projets. Lesquels? Le projet avec le prêt que l'on a contracté à l'AFD qui doit fournir 89 salles de classe. Nous avons un projet avec RISE qui doit fournir 270 salles de classe. Nous avons le lycée de Bikele, nous avons un complexe qu'on veut acquérir dans le 3e arrondissement. D'accord. Ça, c'est en 2021 ? C'est les projets pour cette année, pour autant que le Covid nous laisse les mener à terme. D'accord. Nous avons donc c'est des projets qui sont au sud, où la population scolaire est à saturation, au sud et sur la route nationale, Toum, Bikele essentiellement, et au nord aussi à Kanda. D'accord. Donc, nous attendons, avant le Covid, nous avions une estimation de 800 salles de classe. Nous l'avons dit, donc nous n'avons pas peur de le redire. Peut-être qu'avec le Covid, nous allons revoir à la baisse, mais nous faisons tout pour atteindre cet effectif-là. D'accord. Mais je vous dis déjà, Madame Nelika, s'il vous plaît, en sachant que nous avons
188 établissements dans le primaire notamment, qui sont fermés. Si nous parvenons déjà à offrir des salles de classe supplémentaires pour 40 000 élèves, ça veut dire 500 salles de classe en raison de 80 par salle, ou 35 salles de classe en raison de 70 salles de classe en raison de 70 salles de classe pour 35 000 élèves, ce sera déjà un bond important dans la perspective de réduire progressivement ce déficit. Est-ce que vous avez vu que la Covid est venue réorganiser les choses? Oui, la maladie vous a rappelé que bon, il y avait beaucoup de monde dans les salles de classe, il faut limiter les dégâts. Et pour limiter les dégâts, il faut davantage en construire. Madame Galibeka, dans les recommandations de la Task Force, il y avait déjà un programme de réduction des salles de classe dans le rapport McKinsey, autant et aussi dans le plan de développement de la Task Force n'a pas servi à grand-chose. Hein. On est seulement depuis qu'elle a été... Ça, ce sont les résolutions de la Task Force. Oui, mais il a fallu 2020 pour que ça soit mis en place. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme. Votre mot de la fin. Toutes ces structures, puisque vous me donnez l'occasion... S'il vous plaît. Toutes ces structures-là, oui. Déjà, qu'on met en place, des systèmes de gestion des personnels, le système d'orientation des élèves, important. Avec la mise en place du secrétariat d'orientation et le système informatique qui va avec, le SIGOR, que l'on va faire avec l'enseignement supérieur. Qui n'est toujours pas fonctionnel. Mais il va être fonctionnel cette année. Non, il va être fonctionnel. Je vous dis, on a fait même plus que ce qui était prévu. On a mis en place un système informatique qui va être fonctionnel à la rentrée. Je prends date avec vous. D'accord, moi je prends date toujours. avec vous. Je prends toujours. Donc, je prends tout ce que vous me donnez et à l'épreuve des faits, nous reviendrons sur le même plateau. Le système de gestion des personnels, le système de gestion des listes d'aptitude, tout ça, ce sont des organismes. La mise en place du Sénéfor, tout ça, ce sont des structures dont la Task Force avait rappelé la nécessité de les mettre en place et qui sont mises en place. Et puis le programme de réduction des effectifs. Voilà de belles recommandations de la Task Force. Merci. À laquelle vous y tenez tant. Voilà, merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de l'éducation nationale au Gabon. Votre nom, professeur Daouda Mougama. Merci de nous avoir édifiés. Bonne continuation dans ce que vous faites. J'espère que vous avez été servi, que les nombreuses questions que vous vous posiez concernant le secteur dont il a la charge, il y a répondu. Merci donc de nous avoir suivis. Respectez les mesures barrières. Votre responsabilité fera la différence. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes, eux, se poursuivent.